Bonjour tout le monde. Donc là, la première vidéo sur des exercices en traitement de signal. Donc 3 exercices sur la transformation de Fourier. Exercice 1, démontrer les propriétés de la transformée de Fourier, à savoir la parité x moins t grand X moins f, le retard xt moins tau, le décalage fréquentiel grand X f moins s0, changement d'échelle xa fois t, le dérivateur x', l'intégrateur, intégrale de 0 à t de xu du. Alors commençons par la parité. Grand xf égale l'intégrale sur r de xt x moins exponentielle moins j de pi ft dt, donc c'est la transformée de Fourier intégrale. Alors grand X moins f, on remplace donc f par moins f, ça donne intégrale x exponentielle j de pi ft. On prend le conjugué des deux termes, donc ça donne x conjugué moins f égale l'intégrale de x exponentielle moins j de pi ft, qui est tout simplement grand xf. Donc le conjugué de x moins f égale grand xf. Finalement, grand x moins f égale le conjugué de xf. Donc ça veut dire que le module est pair, donc le module du spectre de Fourier est pair. L'argument est impair. Argument de grand X moins f égale moins argument de xf. Alors, concernant petit x moins t, donc le symétrique du signal par rapport à l'axe vertical, y égale x moins t. Quelle est sa transformée de Fourier? Grand YF égale la somme de x moins t et moins j de pi ft. Alors, on remplace moins t par t', donc ça donne somme de xt et j de pi ft dt. Donc bien sûr, t', c'est t, dans la deuxième intégrale. Grand YF égale l'intégrale de xt et moins j de pi moins ft. Donc on a introduit la fréquence moins f. Donc ça donne grand YF égale grand X de moins f égale grand X étoile de f, le conjugué. Donc la transformée de Fourier du signal petit x moins t, c'est grand X moins f. Le retard. Alors si on fait subir au signal un retard tau, on obtient à la sortie du circuit retard le signal YT égale XT moins tau. Donc on a grand YF égale somme de XT moins tau et moins J de pi FT. Si on remplace T moins tau par T', changement de variable, on obtient l'intégrale XT' et moins J de pi FT' plus tau DT'. Ce qui donne grand YF égale somme de xt' et moins j de pi f tau et moins j de pi ft' dt'. On fait sortir l'exponentielle moins j de pi f tau, puisque il ne dépend pas de la variable d'intégration. Finalement, on obtient grand YF égale e moins j de pi f tau fois grand XF. Donc la transformée de Fourier d'un retard, c'est la transformée de Fourier du signal original fois une exponentielle
moins j de pi f taux. Donc le paramètre retard intervient dans la phase, non pas dans le module, puisque le module de exponentielle moins j égale 1. Donc module de YF égale module de XF. Argument de YF égale argument de XF moins 2pi f taux. Donc un retardateur n'affecte pas le module de la transformée de Fourier. Par contre, il y a un déphasage ou ce qu'on appelle une distorsion de phase. Comme la distorsion de phase est proportionnelle à la fréquence, donc on dit que la distorsion est linéaire. Décalage fréquentiel. Alors on verra pourquoi on dit décalage fréquentiel. Alors soit le signal YT égale exponentielle j de pi f0t xt. Donc f0 est une fréquence fixée à l'avance. On obtient un grand YF égale la somme de x et j de pi f0t exponentiellement j de pi ft dt. D'où, si on injecte le f0 à côté de f, on obtient intégrale de x exponentielle moins j de pi f moins f0t. Eh bien, ça, c'est justement grand X de if moins f0. Donc, un déplacement du spectre du signal, une translation de f0 correspond à une multiplication du signal original dans le temps par une exponentielle complexe. Changement d'échelle. Donc, le signal de sortie du changement d'échelle est yt égale x à t, a différent de 0, bien sûr. Donc, selon que la valeur de a supérieure strictement à 1 ou inférieure strictement à 1, supposons a positif. Donc ça, c'est une dilatation ou bien un amortissement de l'échelle du temps. Mais là, on suppose que a est quelconque, non nul. Donc contraction ou dilatation de l'échelle. Alors, voyons voir ce que ça donne. Grand YF égale l'intégrale de x à t et moins j de pi ft dt. Donc, on écrit ça sous la forme intégrale de xt' en posant t' égale à t et moins j de pi f t' sur a d de t' sur a. Bien sûr, t' sur a, qui est égal à t, varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc on a gardé le rapport t' sur a parce que ça dépend du signe de petit a. Pour décomposer ça, donc voilà, on trouve, si on met t' sur a variant de moins l'infini à plus l'infini, il y a deux cas. Si a est positif, ça veut dire que t' varie de moins l'infini à plus l'infini. Si a est négatif, ça veut dire que t' varie de plus l'infini à moins l'infini. Donc il faut inverser, multiplier par moins 1, mais le moins est compensé par le 1 sur petit a, puisque a est négatif. Dans ce cas, on obtient 1 sur valeur absolue de a, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, xt' et moins j de pi, f sur a, t' dt'. Justement, cette intégrale, c'est grand X de f sur a. Donc finalement, grand YF égale 1 sur module de a, grand X, f sur a. Donc ça veut dire que si on contracte dans le temps, on dilate dans le domaine fréquentiel, puisque c'est 1 sur a fois f. Si on dilate
dans le temps, on contracte dans le domaine des fréquences. Le dérivateur, donc la sortie du dérivateur, c'est y égale x' de t. Grand YF égale l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x' exponentielle moins j de pi ft dt. Alors, x'' fois dt, c'est justement d de xt. Donc, je fais que remplacer x' dt par dx. Intégration par partie. Grand YF égale xt moins exponentielle moins j de pi ft moins l'infini plus l'infini moins l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x d de e moins j de pi ft dt. Bon, l'intégrale, pardon, là on est obligé de faire des hypothèses. Donc le premier terme de l'expression de grand YF, il y a xt exponentielle moins j de pi ft lorsque t tend vers l'infini. Le module de exponentielle moins j du pt est toujours égal à 1, quel que soit t. Donc le module est toujours égal à 1. Mais exponentielle moins j du pft n'est pas convergente, mais son module est toujours constant égal à 1. Donc on émet une hypothèse concernant x. Il faut que limite de xt quand t tend vers plus l'infini soit nulle. Idem pour quand t tend vers moins l'infini, il faut que limite de xt soit nulle. Ce qui est réalisé dans le cas de tous les signaux physiques. Tous les signaux physiques ont une énergie finie et tendent vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Donc c'est une hypothèse crédible, surtout pour un physicien. Donc ça donne YF égale 0 moins l'intégrale de xt moins j de pi f et moins j de pi ft dt. Je fais sortir le j de pi f avec le moins et le moins, ça fait plus. Donc ça donne transformée de Fourier de la dérivée égale j de pi f grand x f. Donc ça revient à multiplier par j de pi f. Son module donc est linéaire en f. L'intégrateur, la sortie de l'intégrateur, c'est l'intégrale de t0 à t du signal d'entrée qui est xu. Donc intégrale de t0 à t xu du. Donc t0 c'est un instant fixé comme repère. Y' égale xt. Donc si on dérive l'intégrale par rapport au temps, on trouve xt. Donc on utilise le résultat juste précédent, donc le dérivateur. Donc j de pi f grand YF égale grand XF. Bien sûr, pour f non nul, grand YF égale grand XF sur j de pi f. Et pour f égale 0, il faut calculer l'intégrale grand YF, il faut la calculer directement. Donc pour f égale à 0, il faut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de l'intégrale de t0 à 0, xu du, exponentielle moins j de pi f fois 0, ça veut dire 1, dt. Donc pour f nul, vous calculez l'intégrale sur R de l'intégrale de t0 à 0 de xu du, le tout, donc entre parenthèses, dt. Lorsque la limite de grand XF sur f, quand f tend vers 0, divisé par j de pi, coïncide avec l'intégrale que vous avez calculée pour le cas particulier f égale 0,
Donc il y a une continuité. Alors exercice 2. Le signal porte est défini par P de t égale 1 si module de t inférieur à 1,5. Donc P de t est égal à 1 entre les instants moins 0,5 et 0,5, nul à l'extérieur. Donc c'est un signal qui a la forme d'une porte. Première question, calculer la TF, PF de P et tracer son allure. En déduire la transformée de Fourier grand RF de l'impulsion rectangulaire petit rt égale A P T moins T1 sur grand T. Donc ça veut dire qu'on amplifie de A l'impulsion originale porte, puis on la décale de T1 seconde, et puis on l'amortit avec un changement d'échelle grand T, de durée grand T seconde, et d'amplitude grand A en utilisant les propriétés de la TF. Tracer l'allure de module de grand RF. Pour le cas particulier A égale 1 sur grand T et T1 nul, on fait tendre grand T vers 0, c'est-à-dire on fait tendre la durée de l'impulsion petit rt vers 0. Vers quels signaux limites tendent l'impulsion petit r et sa TF grand R? Alors commençons par calculer la TF du signal porte. Donc voilà le signal porte. Nul en dehors du segment moins 0,5 et constant égal à 1 à l'intérieur. Donc j'écris PF, la définition de la TF, somme de P et moins J de pi ft dt. Donc c'est justement l'intégrale de moins 1,5 à 1,5 de E moins J de pi ft. Et c'est très simple, c'est E moins J de pi ft entre moins 0,505 fois moins 1 sur J de pi f. Ce qui donne PF égale moins 1 sur J de pi f et moins J pi f moins E J pi f qui ressemble à une sinusoïde. Justement, c'est PF donne sinus pi f sur pi f. Parce que E moins J pi f moins E J pi f, c'est moins 2J sinus pi f. Donc, grand PF égale sinus pi f sur pi f, qu'on appelle sinus cardinal de f. Bon, pour f égale 0, on voit que grand PF tend vers 1. Si on remplace, si on fait tendre f vers 0, PF tend vers 1. Donc, regardons si on fait le calcul direct de P de 0, on trouve P de 0 égale l'intégrale de moins 1,5 à 1,5 de dt, qui est justement égal à 1. Donc, il y a une continuité à la fréquence 0. Alors, allure de grand PF, voilà. Donc, vous remarquez que c'est une oscillation amortie. Donc, c'est une sinusoïde, sinus PF, mais qui est amortie par l'hyperbole 1 sur pi f. Donc, les maximums sont décroissants. Vous avez des lobes qui sont décroissants en 1 sur pi f lorsque f tend vers l'infini. Comme le sinus pi f s'annule aux fréquences f appartenant à z, donc la courbe, il est nul au point 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, etc. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc c'est un spectre pair qui s'annule aux fréquences multiples, aux fréquences antirelatifs. Donc le maximum, c'est à la fréquence nulle égale à 1. Bon, entre parenthèses,
on peut déduire l'intégrale de cette courbe. Donc l'intégrale de cette courbe, l'intégrale au carré plutôt, c'est l'intégrale au carré de petit x carré, d'après Perceval. Donc c'est égal à 1. Donc ça, c'est une sous-application. L'intégrale du sinus cardinal au carré df de moins l'infini à plus l'infini égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p carré dt qui est égal à 1. On déduire la TF de l'impulsion rectangulaire petit r. Donc propriété de la transformation de Fourier, translation, puis changement d'échelle, bien sûr avec amplification de grand A, multiplication par une constante. Donc voilà, on décale l'impulsion petit p, on obtient petit r avec un changement d'échelle et une amplification. Donc l'impulsion est centrée autour de T1 et de largeur grand T et de hauteur grand A. Grand RF égale 1 et moins J de pi FT1 T P TF. Donc on applique les propriétés. Translation, donc ça revient à multiplier par exponentielle moins J de pi FT1 puisque c'est une translation de T1 seconde. Et puis changement d'échelle, puisque c'est 1 sur T, donc petit a égale 1 sur T. Donc l'inverse, ça donne grand T, P de grand T fois F. Et bien sûr, multiplication par la constante grand A. Donc ça donne grand RF égale A fois grand T, exponentielle moins J de pi FT1, sinus cardinal de TF, puisqu'on a trouvé grand P. Alors, tracer l'allure de module de RF. Donc c'est un sinus cardinal, le module. Ça donne module, c'est A fois T, module du sinus cardinal. Donc il n'y a que des lobes positifs. Sinus cardinal de grand T, petit f, s'annule aux fréquences multiples de 1 sur grand T. Donc aux fréquences K sur T, avec K appartenant à Z. La largeur du lobe central, c'est 2 fois 1 sur T. Donc plus grand T est faible, plus le lobe est étroit. Lorsque T est faible, le lobe principal est large, et inversement, lorsque T tend vers l'infini, le lobe principal est très étroit. Mais l'amplitude croît. Donc A fois T, l'amplitude augmente. Donc il y a une proportionnalité inverse entre la largeur du lobe principal et son amplitude. Justement, c'est ce qu'on va voir dans la question 4. Pour A égale 1 sur T, et T1 nul, on fait tendre T vers 0. Vers quel signaux limite tendent R et grand R? Donc on a petit r égale 1 sur grand T, P de T sur grand T. RF égale sinus cardinal de TF, puisque AT égale 1. Donc on trace les deux signaux. Voilà. Donc petit r et grand R de F. Là, on fait tendre grand T vers 0. Qu'est-ce que ça donne? Donc pour le signal petit r, 1 sur T tend vers l'infini, et l'épaisseur, ou bien la largeur de l'impulsion, tend vers 0. Donc ça tend vers l'impulsion de Dirac, qui est partout nul, sauf au point 0, il est infini. Et on a toujours, pourquoi on met delta F? Parce que l'intégrale, ou bien la surface de l'impulsion, elle est toujours égale à 1. Donc c'est T fois 1 sur T. Même si T tend vers 0, la surface garde la même valeur
égale à 1. Alors vers quoi tend le grand R de f? Lorsque on fait tendre t vers 0, donc on voit que les lobes sont de plus en plus étroits, larges. Le lobe principal, lorsque t tend vers 0, il devient de plus en plus large. Donc 1 sur t tend vers l'infini, moins 1 sur t tend vers moins l'infini. Donc ça a l'air de tendre vers la constante 1. On a bien transformé de Fourier de delta f égale à 1. Exercice 3. X est le signal de base à décomposer. Donc on se propose de décomposer X, un signal quelconque, en sa partie paire et sa partie impaire. Alors on note P, le signal xt plus x moins t sur 2, et I de t, le signal xt moins x moins t sur 2. Montrer que P est pair, I est impair, et que x égale la somme des deux. Tracer P et I pour x égale exponentielle t, donc le signal exponentiel. Troisièmement, on suppose que x est un signal réel. Trouver P et I en fonction de grand X, donc les spectres des trois signaux. Alors, premièrement, montrer que P est pair, I est impair et que X égale P plus I. P moins T égale X moins T plus XT sur 2 égale XT plus X moins T sur 2, donc égale P de T. Ah, c'est de la commutativité de la loi d'addition. I moins T égale X moins T moins XT sur 2 égale moins XT moins X moins T sur 2 égale moins IT. Donc I est impair. Si on fait la somme des deux, P plus I, on trouve petit x. Voilà, donc x se décompose en sa partie paire et sa partie impaire qui sont P et I. Alors pour le cas du signal xt égale exponentielle t, on a P de t égale et plus E moins t sur 2. C'est justement le cosinus, ce qu'on appelle cosinus hyperbolique. Voilà. On a la forme d'une parabole. I de t égale et moins E moins t sur 2, c'est le sinus hyperbolique. Voilà. Sa courbe. Bon, bien sûr, on les appelle cos hyperbolique, sin hyperbolique, parce qu'ils ressemblent un peu à l'expression des sinus de θ, qui est sinus de θ et cos θ. X est réel. Trouver P et I en fonction de grand XF. Alors, PF égale tout simplement grand XF plus grand X'F sur 2, puisque P de T égale XT plus X moins T divisé par 2. On a vu dans le premier exercice les propriétés de la transformée de Fourier. La TF de X moins T, c'est le conjugué de grand XF, ou bien X moins F. Eh bien, c'est justement, par définition, la partie réelle de grand XF. Donc, P de F est un spectre réel. Donc, ce n'est pas un complexe. La transformée de Fourier de la partie réelle du signal X est une fonction réelle. I de F égale grand XF moins X étoile F sur 2 égale J fois la partie imaginaire de grand XF, par définition de la partie imaginaire. C'est un spectre imaginaire. Donc finalement, grand P de F, c'est la partie réelle de grand X, et grand I de F, c'est J fois la partie imaginaire de grand XF. Alors, on peut écrire grand XF égale, donc grand XF égale partie réelle de XF plus
J partie réelle, partie imaginaire de XF. Donc ça, c'est par définition. Donc ça fait grand PF moins JIF. Donc grand XF égale PF moins J grand IF. Donc ça veut dire que le module au carré de grand X égale module au carré de grand P plus module au carré de grand I. Merci. Donc à la prochaine vidéo 2 sur 10 qui sera consacrée à la suite exercice transformé de Fourier. Donc quelques exercices un peu plus difficiles.